Bonjour. Rodrigue, diminue un peu. Juste un peu. Bonjour très chers compatriotes gabonais. Tout à l'heure j'ai été coupé. Mais je disais que nous remercions le chef d'État gabonais, son excellent représentant Olivier Nguema, pour avoir manifesté sa gêne, sa désapprobation et son mépris à l'égard de tous ceux-là qui ont exercé la violence post-électorale du côté de Minzik, disons du septentrion de manière générale. Cette attitude qui recherche l'affrontement et la confrontation a été décriée par le chef d'État. Et le chef d'État a été clair. Il a donné des instructions aux services concernés par la question, c'est-à-dire la question de sécurité intérieure, de tout mettre en œuvre pour que lors de la campagne à venir, qu'il n'y ait pas de troubles, qu'il n'y ait pas de tels désagréments à causer lors de la tournée provinciale de l'ancien Premier ministre, chef du gouvernement Alain-Claude Bébinze. Ceci étant, l'incident est clos. Mais ce qu'il faut également relever, c'est que après le fait que le chef d'État se soit insurgé, il faut que des mesures suivent. Ces individus ont porté atteinte à travers leurs menaces, à travers leur intimidation, à travers l'exaltation des politiques répressives, réprimées d'ailleurs par le code pénal. Il faut que le ministère public, représenté par l'avocat de l'État, c'est-à-dire le procureur de la République, puisse mettre en place une batterie de mesures pour que ces personnes-là répondent de leurs actes. C'est cela l'état de droit. L'état de droit ne consiste pas seulement à pouvoir condamner l'acte, mais il faut passer également de l'acte à des effets juridiques. Il s'agit de cela. Il faut que ce compatriote-là puisse répondre de ces actes, qu'il aille exercer sa violence, ses armes devant les autorités compétentes, c'est-à-dire les tribunaux qui sont là chargés de nous juger. Bref, qu'à cela ne tienne, c'est une parenthèse que nous devons fermer. Le chef de l'État, également, à travers son discours, nous a rappelé le rôle majeur qu'avait joué Kelly Obiang. Et le chef d'État a parlé de l'indépendance de la justice qui ne lui permettait pas de sortir Kelly Obiang en pleine transition. Et le chef de l'État a donné son accord de principe. Que le mois de décembre, certainement s'il est élu, vous avez vite compris déjà qu'au mois de décembre, certainement après son élection, eh bien, il sortira Kelly Obiang et le restaurerait dans ses droits. C'est cette phase-là qui m'a le plus intéressé. Le fait que le chef de l'État a dit que Kelly Obiang sera restauré. Donc, ce jeune cadre des forces de défense et de sécurité, et qui est à l'origine de la première initiative de la mise à mort du système eschatologique communautaire, Bongo PDG, aujourd'hui, qui est en train de vivre le martyre justement de son engagement, doit bel et bien être restauré. Et nous voulons remercier et féliciter le chef d'État pour cela. Mais il s'agit également pour les populations de Minzik, maintenant d'accorder leur violon, de soutenir le chef de l'État dans sa reconquête de la légitimation du pouvoir au sommet de l'État. Parce que si le chef de l'État n'est pas élu, mais Kelly Obiang va être sorti des geôles de la prison comment? Par quelle grâce présidentielle? Donc c'est également une invitation aux populations de Minzik, particulièrement ceux de Wellington qui ont fait aujourd'hui de la campagne du chef de l'État leur affaire personnelle. C'est à eux maintenant de mettre en place un certain nombre de batteries de mesures pour prouver que leur soutien est sincère à l'égard du chef d'État. Et nous attendons justement les résultats électoraux
de toutes les circonstances administratives et territoriales ce 2 avril. Il ne s'agit pas de dire oui, 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 monsieur le président, venez vous présenter, et qu'à la fin, les résultats ne soient pas ceux attendus par le plus grand nombre de personnes. Mais, qu'à cela ne tienne, nous attendons tous le 12 avril prochain. Et chacun assumera la responsabilité de ses actes au prorata de titres honorifiques ou nominatifs qu'il aurait obtenus pendant l'exercice de ses fonctions en période transitionnelle. Écrivez ça, comme aime bien le dire mon très cher petit frère Bomingo. Une autre information que je voulais vous donner, c'est celle relative au Parti démocratique gabonais. Nous avons vu encore un secrétariat du Parti démocratique gabonais arrogant, voire même méprisant. Ils viennent nous rabâcher les oreilles par leur prise de participation à toutes les élections. Mais cela peut intéresser qui? Le premier vice-président Bioremba l'a dit que le PDG participera à toutes les élections. Et ça a changé quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà que le secrétaire général vient encore rabâcher cette même phrase. C'est de la manipulation. Vous savez, ce chantage que vous êtes en train de faire à Brice Oligui Nguema ne prospérera pas. Le chef d'État était clair. Au cas où il sera candidat, d'ailleurs il sera candidat indépendant. Donc le PDG qui présente un candidat à l'élection présidentielle ou pas, mais c'est de bonne guerre. Et c'est tout l'intérêt même de l'enjeu. Et c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Que le PDG ne peut pas dire qu'il ne présente pas les candidats, prétextant que leur candidat c'est Brice Oligui Nguema. C'est que ce serait une entourloupe que le peuple n'accepterait jamais. Et l'un des rôles fondateurs d'une formation politique, eh bien, c'est la conquête du suffrage universel. Et un parti politique qui vient de perdre le pouvoir par des voies non démocratiques, mais doit aller à la conquête du pouvoir. Or, le PDG voulait s'illustrer dans cette position de parasite autour du chef d'État, et c'est une situation incommodante. Et d'ailleurs, c'est cette situation qui fait en sorte que les gens ont du dégoût pour cette formation politique. Il y a le principe de la théorie des intérêts bien compris de l'exercice du pouvoir. Ce principe dit que lorsque l'exercice du pouvoir vous rapporte plus que son abandon, vous exercez le pouvoir. Mais lorsque l'abandon du pouvoir vous rapporte plus que son exercice, vous quittez le pouvoir. Et c'est pourquoi Alain Claude Bébinze, sachant bien que l'abandon du pouvoir leur rapporterait moins que son exercice, disait de fort aise manière, avec une certaine désinvolture, et tiré justement du tréfonds de son art oratoire, dit en réponse au docteur chirurgien gynécologue, que sais-je, actuellement ministre et de l'énergie, aux prises aux mêmes difficultés par rapport aux critiques exacerbées qu'il exerçait à l'égard des tierces membres du gouvernement. Le voilà à l'épreuve et on apprend qu'ils ont un contrat où l'État gabonais va payer 1,8 milliard par mois. 1,8 milliard par mois pour l'électrification de nous. C'est incroyable. À travers un contrat faramineux, un contrat tiré par les cheveux, une centrale flottante pour donner l'énergie à un petit pays de moins de 2 millions d'habitants, à hauteur de 1,8 milliard de francs CFA mensuels. Quel est ce genre d'économiste? Quel est ce genre de visionnaire? Mais on dirait que vous êtes totalement engagé pour ruiner ce pays-là, pour détruire cette population. C'est impensable. Où sont passés les barrages impérialistes de Fougamou dont on nous a inventé pendant le règne et la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba? Aujourd'hui, on ne peut pas dépenser autant d'argent pour l'électrification des villes et villages. Avec les nouvelles technologies qui sont mises en marche aujourd'hui, avec le progrès technique et scientifique.
avoir une électrification à des coûts aussi onéreux. Mais c'est très grave. Il y a l'électrification par l'usage du soleil. On met les panneaux solaires et tout le monde a le courant gratuit. Et aujourd'hui, on continue à avoir des quartiers tout entiers sans électricité à cause des caprices de la gaz prostituée des vergonnés SCG, aux odeurs d'une boniche en putréfaction qui est en train de nous exercer sa dictature. Et c'est incroyable. Une société en situation de monopole, incapable de les populations avoir accès à ce minimum qui est l'eau potable, ce minimum qui est l'énergie. Regardez l'eau que la SCG nous sert. Une eau dégueulasse. Certainement causeuse de plusieurs bactéries et maladies vectorielles. Mais comment nous allons savoir? Nous n'avons pas l'argent pour boire l'eau en ça, comme les autres. Et cet ancien ministre de l'économie de venir nous dire à la télé non, l'eau de la SCG était de bonne qualité. Vous êtes des gens vraiment sans valeur, sans éthique, sans dignité, sans morale. Venir exprimer un tel mensonge, une telle contre-vérité devant les chaînes de télévision, jusqu'à dire que lui-même buvait cette eau de la SCG, c'est faire preuve de méchanceté. C'est faire preuve de méchanceté. Aujourd'hui, lui-même, il a englouti dans des affaires de détournement de fonds publics, enrichissement illicite, certainement concussion, corruption et autres. Entendu 2 fois à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Et il n'y a pas de procès. Curieusement, tous ceux qui sont non pas même pas poursuivis, tous ceux qui sont accusés de détournement de fonds publics de l'ère d'Oligui Nguema ne vont jamais en prison. Il n'y a pas de procès pour eux. On les débarque de leurs fonctions à titre conservatoire, on les met au garage, aux frais, et ils se baladent librement. Ils mangent même certainement leur argent qu'ils ont caché. Mais c'est impossible. C'est quel système étatique? Notre loi fondamentale qu'on vient d'adopter est claire. Sur la démocratie pluraliste, on parle du principe, justement, de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu, au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. Mais si vous arrivez, le ministère public arrive à mettre une batterie de mesures, des charges contre les personnes, et que ces personnes ne sont pas en prison, ne sont pas inquiétées, il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'État arrive à mettre en place des mécanismes justement de répression des criminels économiques et financiers à travers des interpellations à la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, et que ces gens-là soient en fonction, continuent à exercer leur charge de ministre, c'est que c'est une entourloupe, c'est la manipulation. Et quel est l'intérêt de toute cette manipulation? On voudrait faire plaisir à qui? Ou bien on voudrait tromper qui? Mais le peuple souverain, comme d'habitude. 1,8 milliard pour un coût d'électricité qui n'existe pas. Vous payez le courant, vous payez vos unités, et chaque 5 heures, chaque 2 heures, on vous coupe le courant. On gaspille vos denrées alimentaires, on détruit votre entreprise, votre unité productive, et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Pour faire une image, il faut l'autorisation du ministre de l'Intérieur qui ne vous la donnera jamais. Vous ne pouvez pas porter plainte parce que c'est une multinationale avec beaucoup d'argent. Ils ont les avocats, ils ont les juges, ils ont tout à leur côté. Et les menus frétins, comme David Blacouman, se retrouvent comme ça. Le congélateur vide après avoir subi la dictature, la SCG, qui a fait pourrir tous mes aliments. Et je ne peux pas me plaindre. C'est dans quel état on se comporte comme ça? C'est dans quel pays on se comporte comme ça? Et je vous le dis, vous aurez une surprise au cours de ce processus électoral. Vous allez vous retrouver en plein dépouillement. Et la SCG va vous couper le courant. Et vous allez vous retrouver avec les pires difficultés pour justifier les résultats que vous aurez à justifier. Et les populations que vous êtes en train de négliger vont se retrouver dans la rue et
c'est fini. L'étincelle est partie. Nous allons retrouver avec les morts comme à l'époque de Jean Pingo Koka. Mais seulement que ces prochains morts-là ne seront pas comparables à ceux de Jean Pingo Koka, parce que ceux-là, avec la sonnette d'alarme, le cri d'orfraie sur le Gabon, à travers la communauté internationale, mais ne pensez pas que nous allons nous enterrer à bon compte. Et c'est pourquoi j'insiste sur ceux-là qui veulent exercer la violence en période électorale. Je vous dis, vous ne servez pas les intérêts de Biscoto les Guinéens. Évitez la violence pendant cette période électorale. Vous allez créer le chef d'État et des difficultés que vous n'imaginez pas. Parce que la communauté internationale nous surveille. Depuis la mort par torture de notre jeune compatriote, notre soldat, et l'emprisonnement de Sylvia Bongo Valentin avec toutes ces révélations de ses avocats, je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il vaut mieux pour vous, il vaut mieux pour nous d'avoir des élections apaisées. Et comme aime bien le rappeler mon jeune frère Gabé Yalanzel, à travers sa structure qui parle de 0 casse, 0 décès, 0 emprisonnement. Et comment arriver en 12 avril à un tel triptyque, 0 casse, 0 emprisonnement, 0 décès. Voilà toute la problématique de l'élection à venir. Et c'est pourquoi je voudrais une fois de plus remercier le chef d'État pour avoir condamné l'acte de violence exercé contre l'ancien Premier ministre. Et le chef d'État, en sa qualité de patriote, garant de la paix sociale et de la sécurité, a été clair. Les services concernés par la question doivent mettre en place toutes les mesures pour arriver à la sécurisation des biens des personnes. Et d'ailleurs, c'est la responsabilité régalienne de l'État. Et l'État sérieux doit pouvoir s'occuper de la sécurité des biens des personnes. Et je dis bien des biens des personnes. Non pas une sécurisation des biens à géométrie variable ou une sécurisation des personnes identifiées. Non. Il s'agit de protéger toutes les personnes. Aussi bien les leaders de l'opposition, les leaders de la majorité, et également les populations elles-mêmes. Mais maintenant, ceux qui s'entêtent à vouloir menacer la paix sociale, la cohésion internationale, mais il faut les jeter en prison. Il y a des tribunaux compétents pour cela. Et le cas de notre frère de Minzik aurait dû servir d'alibi pour décourager toutes ces vermis, toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont dans un état de nature sauvage, décrié par Jean-Jacques Rousseau ou par Thomas Hobbes, où l'homme est un loup pour l'homme. Non, nous sommes dans un système de démocratisation pluraliste, dans un état de droit respectueux des normes juridiques. Mais si les gens ne veulent pas le comprendre, entendre raison, eh bien, que les tribunaux fassent leur travail. Mais, quel genre de tribunaux? Quel type de tribunaux? Les tribunaux qui sont constamment en grève, des tribunaux qui sont constamment en difficulté, qui prennent le pot de verre et qui n'arrivent pas à respecter les procédures judiciaires. C'est l'anarchie, c'est le désordre. C'est l'anarchie, c'est le désordre. Et on ne s'en sortira pas. Malheureusement. Bref, qu'à Dieu ne plaise, pour ceux qui peuvent espérer contre toute espérance, comme le disait d'ailleurs l'ancien Premier ministre, eh bien c'est tant mieux pour eux. Aujourd'hui, et très peu de Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Les Gabonais arrivent maintenant à vivre la réalité de la vie, la réalité du pouvoir d'achat, la réalité de la dégradation du niveau de vie, la réalité de la détérioration des indicateurs macroéconomiques et autres investissements multifonds. Bref, qu'à cela ne tienne, c'est une parenthèse. Nous allons revenir au sujet du jour, qui est celui de la problématique de l'affaire Hervé Patrick Opianga. Dit à Bon Mengom de s'asseoir correctement et d'écouter David Mbelatou. Appelé Wilfried Okumba Kamita Touleni d'Anjougou, et qui est actuellement en difficulté avec un CT Yangui, pour avoir pris parti contre la nomination fantaisiste, la nomination clanique ethno-régionaliste du frère de notre tante Paulette Missambo, Paul Missouma, paraît-il, qui a été nommé au représentant personnel du chef de l'État. Mais vous conviendrez également aisément avec moi que ce que Paulette fait, c'est la même chose que tout le monde fait. Tous ces ministres-là, ils ne nomment que leurs parents.
Et d'ailleurs, ils ont le bel exemple de l'autre qui nomme ses frères à des postes les plus prestigieux, sans compter les parents, amis, copains, coquins et consanguins. Donc, la nomination de Paul Missouma, elle est justifiée. Elle est justifiée. Tout le monde fait la même chose. Sur quelle base vous auriez voulu que Paulette ne fasse pas la même chose pour son frère? Et d'ailleurs, son frère a toujours vécu à son crochet. Et ce sont les enfants de Paulette, avec sa petite sœur Delia. C'est des enfants que Paulette a toujours gardés sous sa mamelle. Partout où elle allait, elle a toujours contribué à leur ressort, à leur prospérité. Mais pendant que Paulette était en difficulté, ben, ces gens-là n'étaient pas, ils n'étaient plus dans les bonnes grâces. Aujourd'hui, elle a rebondi à pieds joints comme présidente du Sénat, grâce à la volonté politique du chef d'État Brice Oligui. Et vous pensez qu'elle allait faire quoi? Là, on a vu que la nomination du Missouma, mais si je vous dis, donne toutes les nominations qui sont passées, mais vous allez tomber de lui. J'ai ma propre grande sœur qui est là-bas, qui est fondée de pouvoir au Sénat. Je n'ose pas citer le nom, sans quoi ça va encore faire un autre bruit. Il y a une autre qui est du côté des ambassades, nommée également comme... bon, bref, quand cela ne tient, ça, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Hein, les gens font ce qu'ils veulent. Ils nomment leurs parents, leurs amis, leurs copains, leurs consanguins, leurs fantassins, maroquineries. Ben, c'est tant mieux pour eux, c'est bien pour eux. Parce qu'ils ont des noms, ils ont des patronymes, ils sont dans un pays conquis où une certaine oligarchie arrive à reproduire le même système de conservateurs, de traditionnalistes. Mais que voulez-vous que je fasse? Vous ne voulez pas vous battre également pour sortir de là où vous êtes. Et c'est tant mieux pour vous. De toutes les façons, moi, ma mère, elle est décédée, elle est en catégorie B1. Aujourd'hui, je suis en catégorie A. Hiérarchie A2, c'est tant mieux. Donc, j'ai déjà fait mieux que ma mère. Même si les gens arrivent à m'empêcher de terminer mon cycle de catégorie A1 pour être conseiller diplomatique, eh bien, tant pis, c'est tant mieux. J'ai déjà fait ma part et je ne compte pas m'arrêter là. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les objections, les amis, vous pouvez être sûr que moi, David Mbeyakouma, je ne m'arrêterai pas là. Aussi longtemps que j'aurai le souffle de vie, je me battrai jusqu'à la mort pour la restauration de la dignité de ma défunte mère Ngondo Massé. Ma mère doit vivre à travers mon leadership. Et c'est cela, tout l'intérêt de mon engagement et mes batailles politiques, présentes et à venir. Donc, vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Mbeyakouma, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la riposte de la coalition 12 avril 2025 pour Brice Oligui. Par ailleurs, je suis fondateur de l'organisation non gouvernementale Brice Oligui pour la paix, le progrès, la prospérité partagée et le développement durable. Cette organisation non gouvernementale a pour but de se prémunir justement des violences électorales, se prémunir de la manipulation. Et c'est un rôle fondateur que moi je veux jouer, à savoir aller vers la sensibilisation des personnes. Et les Gabonais sont libres de voter qu'ils veulent. Même si moi j'ai choisi Brice Oligui, ils ne sont pas obligés de me suivre dans ma déraison ou bien dans mon dérèglement. Non, nous sommes en démocratie, chacun est libre. Et je suis heureux d'entendre la secrétaire générale, Angéline Goma, du Parti démocratique gabonais, député nommé par Brice Oligui en pleine période de transition, nous dire que le PDG investira les candidats partout dans toutes les élections. Mais c'est tant mieux, c'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous voulons. Et si vous le confirmez, ben on attend voir le candidat du PDG. Mais les dispositions du parti, à l'époque où j'étais encore membre de ce parti, disaient que c'est le distingué camarade président qui était le candidat naturel du Parti démocratique. Bon, aujourd'hui, vous avez certainement un nouveau distingué camarade président, et qui est Blaise Ouembé. Donc nous attendons la candidature de Blaise Ouembé, qui sera confrontée à Brice Oligui. C'est très bien. Ce sont de belles employades que nous attendons. Hein? Dites à Mengom que les choses ont évolué au Parti démocratique. Parce que
notre papy, la tortue a certainement plus de 70 ans, qui ne peut plus être candidat. Mais le PDG a plein de jeunes loups de moins de 70 ans, en tête desquels Blaise Lemé, en tête desquels Mabdis, du côté de Langouni, qui constitue également le directoire de cette formation politique. Mais Fidèle Otano et Jeannot Kalema. C'est une belle brochette d'acteurs politiques. Des acteurs politiques fortunés. Ce que je qualifie d'oligarches, de bourgeois, de plutocrates, aristocrates émergents. Ces gens n'ont pas les mêmes difficultés que David Mbelakouma. Les difficultés d'accès à l'eau potable, d'accès à l'énergie, d'accès à un minimum de conditionnalité, d'accès à un logement décent, d'accès même à une saine alimentation. Mais eux, ils ont tout acquis, ils ont tout obtenu. Grâce au système dont ils se réclament d'ailleurs être les parents, les pères géniteurs de ce système, que nous avons qualifié système Bongo PDG. Et c'est toujours le même atout qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. C'est les mêmes familles, les mêmes noms, les mêmes personnes. Et ils estiment que ça ne doit pas changer. Mais que vous le vouliez ou pas, il y a un patronyme qui est déjà parti. Il reste d'autres patronymes qui continuent à s'accrocher, à pieds joints à leurs privilèges patrimoniaux indus. Et je l'ai dit par ailleurs partout, que moi, David Mbelakouma, je serai le catalyseur, le procureur de la déchéance, de la destitutionnalisation ou déstabilisation du système Bongo PDG. Ça, j'ai juré avec serment que ce système-là, nous le détruirons d'une manière ou d'une autre. Ça nous prendra le temps que cela nous prendra. Mais si c'est nous qui avons constitué l'ossature de ce système, à travers la communication, à travers l'encadrement, la structuration des éléments de ce système, à travers le port des effigies de ce système qui a volé ma jeunesse, qui a volé mon intelligence, qui a mécanisé mon cerveau, eh bien, ce système-là sera détruit, que vous ne le vouliez pas. Même si pour le moment nous savons que Brice Koté Oligui Nguema est venu protéger les intérêts de ce système. Mais il n'en sera pas autrement. Parce que si même le chef d'État s'arc-boute en préservant les intérêts de ce système, eh bien c'est tant mieux pour lui. Parce que, qu'il le veuille ou pas, le temps est le facteur le plus déterminant dans une bataille électorale. Parce que le temps est susceptible de créer des circonstances que nul ne peut prévoir. Mais nous, les fils de l'oralité, les fils de Mbelakouma, nous, les fils de mon père Élie, le Tishmite, et autres, nous qui savons interpréter les signes du temps, nous aurons toujours une longueur d'avance sur vous. Et nous attendons le candidat du Parti démocratique gabonais. Sans cela que cette élection va être intéressante. Parce que ce que le soutien du chef de l'État n'ont pas su, c'est que le PDG a mis un certain nombre de verrous un peu partout. Ils ont gardé le PDG avec son bicéphalisme au sommet du parti. Donc un PDG avec deux têtes connues, un PDG géré par Angélique Ngoma, le PDG des nantis, des aristocrates, des plutocrates émergents, le PDG des budgétivores et des mercantilistes émergents. Et un autre PDG incarné par le roi Teke, c'était le PDG des conservateurs, le PDG originaire, donc le PDG de Kamadabani Marie-Joséphine et Ali Bongo Dema. Donc le PDG qui est un parti patrimonial, ceux-là également ils veulent récupérer leur parti. Parce que ce sont des partis patrimoniaux, c'est des partis sans une véritable idéologie. L'idéologie, qui est ce système de valeurs qui devrait reposer sur une certaine conception de l'homme et du pouvoir. Mais la seule conception de l'homme qui tienne pour ces gens-là, eh bien, c'est le marchandage. L'homme est comparable à une véritable marchandise. Et l'homme n'a pour valeur que marchande. Et c'est pourquoi ils ont passé leur temps à matraquer les faibles personnes que nous sommes, les fils des quartiers malfamés, les fils des prolétaires, nous sommes battus pour
faire de toutes ces personnes ce qu'elles sont devenues. Elles sont parties de nulle part grâce à notre leadership, grâce à nos batailles électorales, à notre implication dans leur pseudo-campagne. Eh bien, ils ont gravi tous les échelons, il et elle. Et à la fin, c'est pour nous jeter au carreau et continuer à nous maintenir dans une espèce de servitude. Mais qu'à Dieu ne plaise, il n'en sera pas ainsi pour cette année. Nous sommes des faits, des amarres de ce monothéisme abject sauvage. Et aujourd'hui, nous avons une parfaite et totale liberté de dire ce que nous pensons et de le penser aisément et de le dire avec une certaine force, une certaine vivacité. Donc, le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. C'est le même action que ces gens-là poursuivent. Ils ont deux formations politiques avec deux têtes, un même parti. Ils ont encore un autre oligarche qu'ils ont envoyé dans l'opposition pour aller étouffer cette faible opposition maquilleuse et traditionnaliste, sans argent, sans visée également, sans aucune probabilité ou possibilité d'alternance au sommet de l'État. Et aujourd'hui, l'opposition gabonaise incarnée par un autre pédégiste, qui n'est rien d'autre qu'Alain Claude Bébinzi. Vous voyez comment ces gens-là, ils reproduisent le même schéma, à l'identique, comme à l'époque de Jean-Pierre Kokoka, comme à l'époque de mon frère Mbaoban, toutes les fois où le peuple souverain était en possibilité de pouvoir arriver à une alternance brutale, une alternance en dehors des schémas du système eschatologique, comateur et apocalyptique Bongo PDG, eh bien, les PDG fabriquaient un autre opposant pour venir contrecarrer la volonté populaire. Et aujourd'hui, vous voyez bien cette même population, une population clochardisée, une population affamée, meurtrie par 56 ans de gouvernance archaïque à travers des leaders monosapiens, des leaders sans base électorale et qui ont jeté le peuple dans un véritable tourment, dans une misère la plus indescriptible. Et ils arrivent comme ça à créer une fausse opposition. Ils ont créé un faux opposant, Jean-Pierre Kokoka à l'époque, et qui s'arc-boutait pour dire qui sera la présidente de la BIE, alors que je l'avais dit que c'est la distraction. Jean-Pierre Kokoka ne sera jamais président. Il était venu servir des bases arrières de la famille Bongo PDG. Et Jean-Pierre Kokoka n'est jamais devenu président de la BIE. Aujourd'hui, il chante les cantiques et les louanges depuis ce côté au Légué. Mais qu'à Dieu ne plaise, puisque leur coup avait reçu. Ils ont fait de même. Ils ont envoyé ma tante Paulette Missambo en exploration au sein de l'Union nationale. Une autre pédégiste, reconvertie dans une opposition fantasmagorique. Une opposition sans véritables objets ni objectifs. Mais leur seul rôle, c'est la conservation du pouvoir du système Bongo PDG. Donc le système Bongo PDG a plusieurs ramifications. Plusieurs ramifications. C'est un système qui arrive comme ça à se multiplier, à se transformer, à se transmuter, à se transfigurer, tel un virus, une bactérie, un parasite, un microbe. Donc si vous n'êtes pas conscient que le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir, vous allez être surpris par la réalité des faits. Et d'ailleurs, la réalité, elle est là, elle est plausible. Qui aurait cru qu'un certain Émile Ndoumba, avec plus de 70 ans, serait encore président du conseil d'administration du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Et on a mis des étrangers devant des expatriés à l'époque qu'on a accusé d'être à l'origine du tout, alors qu'il y avait un Gabonais tapis, caché dans les arcanes de cette organisation financière mafieuse qui avait pour objectif prioritaire l'assignation, l'accumulation des richesses de notre pays à travers un compte fermé pour pouvoir aider les générations futures. Et aujourd'hui, ce compte a été démantelé par ces mêmes personnes depuis l'époque d'Ali Bongo Ndimba pour servir de base arrière de leur enrichissement illicite et personnel. Et pendant ce temps, les populations n'ont pas accès à des minima. Les minima. Et on parle de développement. On parle de développement. On parle de bonne gouvernance. On parle d'évaluation des politiques publiques. Allez-y dire à mon frère Lambert Ovono que son opération d'évaluation des politiques certifiées est une véritable supercherie. Parce qu'il n'y a aucune évaluation. On voit bien chaque jour comment les indicateurs de développement humain se détériorent dans notre pays. Et il n'y a personne qui arrive à faire cette évaluation.
sans compter les indicateurs macroéconomiques qui arrivent vers une espèce de régression. On le voit à travers des investissements productifs qui avaient été initiés avec le chef d'État. On voit un certain arrêt, un manque d'accélération de certains projets. Et d'ailleurs, le chef d'État l'a dit, du côté de Minzik. Et comment il arrivait, avec toutes les peines et difficultés, financer un certain nombre de projets structurants. Je ne rentrerai pas dans la diatribe de l'autre, et qui s'insurgeait sur le fait que le chef d'État aurait dit qu'il arrivait à avoir le soutien, la collaboration de certains chefs d'État de la sous-région. Ça, vous pensez que le Gabon vit en vase clos? Le Gabon ne vit pas en vase clos. Nous sommes dans une économie ouverte. Une économie ouverte. Le libéralisme économique, qui consiste en appropriation privée des moyens de production. Les capitalistes sauvages, industriels, ces acteurs politiques sans niveau, sans base électorale, ces ménopausés qui refusent comme ça d'aller en retraite. Et lorsqu'ils arrivent à aller en retraite, ils font le lit à leurs enfants. Émile Ndouma a sauté à pieds joints parce qu'il a été démantelé. On a su qu'il y avait encore une grosse légume du PDG qui était cachée là-bas, au Fonds Gabonais d'investissement stratégique gabonais, juste PCA, alors que c'est la coule douce en Afrique du Sud où il a plusieurs demeures là-bas. Parce que nous avons également fait un certain nombre d'analyses, un certain nombre de recherches sur sa fortune. Et le propriétaire de nos blés dorés a tout abandonné en Libreville. Tout abandonné presque au Gabon. Il vit comme ça, dans l'aisance, dans les pays industrialisés, avec l'argent de l'État gabonais, avec l'argent des compatriotes gabonais. Voilà des gens qui auraient pu financer le progrès, le développement des quartiers de nos villes et villages, les transformer en véritable pôle attractif de développement. Mais zéro. Vous allez du côté de chez moi à Ibunji, eh ben, à part l'électrification qu'il avait laissée aux panneaux solaires et une addiction à l'eau potable, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas d'investissement. Il n'y a rien là-bas. C'est le désert total. Et là, il a pris son fils, paraît-il diplômé là-bas, d'Oxford, Strasbourg, la Sorbonne, et que sais-je, diplômé des pays industrialisés, à fort niveau d'impact intellectuel. Dans ces pays-là, lorsque vous avez un doctorat, une licence, une maîtrise, alors là, vous êtes considéré comme un véritable illuminati, même si vous n'avez pas fait vos preuves dans l'administration, même si vous n'avez jamais travaillé nulle part, mais votre palmarès académique, vos palmes obtenues au sein de ces universités de fortune, il vous permet d'avoir vous en avez plus au-dessus. C'est vraiment impensable et incroyable que les gens soient obnubilés par des pseudo-diplômes. Or, le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'expertise et de professionnalisme. La preuve est là. Vous êtes allé chercher votre économiste de Pangloss depuis l'Hexagone avec un autre précambier comptable public et les résultats sont là. Des résultats catastrophiques. Des résultats catastrophiques. Avec un amenuisement des indicateurs humains. L'espérance de vie au Gabon aujourd'hui s'est amoindrie. Encore moins le niveau de scolarisation de nos enfants, c'est encore pire. Moi qui ai pu avoir les résultats du côté de Mabillante avec mon très cher brillant principal, mais j'ai vu le niveau de régression de notre système éducatif. Un système éducatif aujourd'hui à géométrie variable. Vous avez dans ce système éducatif une juxtaposition de deux systèmes, tels que le décrivait déjà Mongo Betty dans son célèbre ouvrage de Ville cruelle, où on avait une juxtaposition de deux tangas, un tanga versant nord et un tanga versant sud, qui symbolisaient pratiquement deux classes sociales. Et c'est le même cas au Gabon. Vous avez une école privée, des nantis, des riches, et vous avez cette faible école-là des déscolarisés, des analphabétisés, des fils des quartiers malfamés, donc les fils des prolétaires, donc les établissements publics. Et c'est de là où nous avons tous appris. Mais moi, par contre, j'ai plutôt appris au milieu de ces établissements parapublics, mais où il y avait pratiquement tous les enfants des riches, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les lycées français. Tous ces enfants apprenaient avec moi au lycée Léon-Bac. Donc j'ai cet avantage-là, je les connais tous, les enfants des riches au Gabon. Je les connais tous.
Je les connais tous. J'ai appris avec eux à Immaculée Conception. Je les connais tous. Mais qu'à Dieu les plaise, ils ont eu l'avantage, sur David Biakoma, d'avoir des parents nantis qui leur ont permis d'envisager leurs études avec les meilleures perspectives à l'étranger, dans les pays industrialisés, où le taux d'échec, le taux de redoublement est pratiquement amoindri, où les effectifs ne peuvent pas être pléthoriques. Ce n'est pas possible. J'ai mon fils, lorsque j'étais en poste, comme premier secrétaire chancelier régisseur, l'ambassade du Gabon au Togo, Bénin et Ghana, ben, cet enfant, il avait 4 ans. 3 ans, 4 ans à la maternelle. J'ai payé 2 millions par an pour sa scolarité. 2 millions par an. Et certains de ses parents de dire, mais comment tu peux gaspiller 2 millions pour payer l'école d'un enfant à la maternelle? J'ai dit, c'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de l'éducation. Vous ne connaissez pas la valeur des diplômes. Si vous connaissez la valeur de l'éducation, vous m'aurez encouragé à continuer à investir sagement sur cet enfant. À 3 ans, 4 ans, il parlait déjà un minimum d'anglais de 6e ici au Gabon. Mon petit Mounieko, que le Seigneur veille sur ta sécurité, là où tu te trouves actuellement en France avec ta maman. Que le Dieu de ma main, Gondo Marceline, puisse t'apporter le secours, la protection nécessaire. Et que le Dieu qui m'a donné l'intelligence et la sagesse mystérieuse puisse te frapper du sceau du savoir et l'onction de la faculté, que tu sois compté parmi les meilleurs, là où tu te trouves là-bas du côté de la France. Que Dieu te protège avec ta mère, avec ton nouveau papa. Mais quand cela ne tienne, de toutes les façons, ils ne changeront rien d'état génétique moléculaire. Bref. Affaire Hervé Patrick Opianga, ministère public. Il s'agit de quoi? Qui est Hervé Patrick Opianga? Et qui est le ministère public? Je commencerai ce direct toujours en rappelant les dispositions légales de notre loi fondamentale. Le principe de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que on ait prouvé la culpabilité d'un individu ou au cours d'un procès contradictoire public. Comment? À travers des preuves irréfutables, ce dernier est toujours considéré comme innocent. Le principe de la présomption d'innocence, rien à voir avec le principe de la culpabilité. Le principe de la présomption de culpabilité. Non. C'est le premier principe du droit fondamental. Le principe de la présomption d'innocence. Hervé Patrick Opianga est un acteur politique gabonais, un opérateur économique prospère. Hervé Patrick Opianga est un fils de la province phare que vous connaissez très bien. G2. Donc le Haut-Togoué. Chez nous, les Bantous, on appelle cette province la voie ferrée. La voie ferrée. Hervé Patrick Opianga est donc un fils de la voie ferrée. Et de la localité de Mounana. Mounana, village, je crois, Omoy. Village Omoy. Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga lui-même aime bien le dire qu'il était un fils de la rue. Qu'il a dormi dans les cabarets. Il a dormi dans la rue, au cinéma Le Gabon et autres. Il le dit aisément, sans se cacher. Parce qu'il n'a jamais renié ses origines de fils de prolétaires, de fils de Bakati. Mais Hervé Patrick Opianga va avoir la grâce, la faveur d'avoir sa sœur comme épouse à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Notre sœur Obierge, qui n'est rien d'autre que la mère de Malika Bongo Ondimba. Taguez-moi Malika Bongo Ondimba et dites à l'honorable de Bongoville que David Biakoma a dit qu'il a beaucoup de respect pour sa modeste personne. J'ai de la considération envers cette jeune fille, cette jeune femme.
Parce que Malika Bongo Oneba m'avait fait le plaisir de l'accompagner à Bongoville et pour le compte rendu parlementaire. Et j'ai pu voir les populations de Bongoville. J'ai animé des séminaires de formation au compte du Parti démocratique gabonais en faveur de toutes ces personnes. J'ai dormi 1 mois au palais à Bongoville grâce à Malika Bongo Oneba. J'ai mangé les mets succulents du palais. J'ai dormi dans les chambres luxuriantes du palais à Bongoville. Et je me suis réjoui d'avoir toujours été un fils de palais. J'ai dormi dans le palais de mon père Omar Bongo Oneba. Un monsieur qui avait de la considération vis-à-vis de David Biako. Omar Bongo Oneba. À plusieurs reprises, il m'a donné des centaines de millions de francs qui ont été détournés par des personnes bien identifiées. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai eu cette grâce-là d'avoir rencontré une personne chaleureuse. Et la famille Bongo Oneba a toujours exercé une certaine bonté et solidarité envers David Biako. Y compris d'ailleurs Ali Bongo Oneba, qui m'avait donné la somme de 4 millions de francs CFA pendant la bonne année, à travers son conseiller politique à l'époque qui n'était rien d'autre que Luan Zondo. Donc la famille Bongo Oneba, c'est ma famille. Nkama Dabani, Marie-Joséphine, ma mère, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai pu obtenir d'elle. Quand bien même, à plusieurs reprises, j'ai failli être incarcéré sous des fallacieux prétextes que j'aurais insulté son fils. Mais c'est grâce à la magnanimité de certains frères du chef d'État que j'avais eu la vie sauve. Et certainement la protection de l'actuel détenteur exclusif du pouvoir, c'est-à-dire le général de brigade Brice Koto-Lidie. Et ça, j'en suis convaincu. Parce qu'à l'époque, avoir de telles prises de position, David Berakoma, devant les collégiens, devant Brice Lakou-Chalanga, ça n'est pas faire l'objet d'une interpellation. Je pense que j'étais protégé par Brice Koto-Lidie. Ça, j'en suis sûr. Parce que nombreux sont là en prison pour n'avoir rien dit. Or, moi, j'ai dit des choses très graves. J'ai prédit l'emprisonnement de Brice Lakou-Chalanga. Je l'ai prédit. Et je l'ai dit ouvertement devant tout le monde. Tant va la couche à l'eau, elle finira par se briser. Et j'ai justifié pourquoi la couche devait se retrouver en prison. Il s'est retrouvé en prison. J'ai prophétisé l'emprisonnement de mon frère Hervé Patrick Opianga en 2004. J'ai dit à mon frère Opianga, rentre dans la majorité présidentielle pour sécuriser tes biens. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les rôles se couleront. La chute d'un élément entraînera inéluctablement celle de l'ensemble des maillons de la chaîne. Hervé Patrick Opianga. Je l'avais écrit 4 pages de description du paysage politique et économique de notre pays en 2004. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Nous nous sommes tous retrouvés dans les cellules. Lui, il est allé à la grande prison. Moi, j'ai fait 2 semaines à la DGR, 3 jours à la PJ, etc., etc. Mais, qu'à Dieu ne plaise, grâce au général Oléry et à la Bafal Bosco, que je salue le leadership, voilà un procureur qui savait respecter l'état de droit, à la Bafal Bosco. Un procureur qui ne ménageait aucun effort pour mettre les riches en prison et libérer les pauvres lorsqu'ils étaient en difficulté. Alaba Fall Bosco. Alaba Fall Bosco a sauvé Fefo Onanga d'une prison certaine contre un baron du régime du côté de l'Ouest maritime. Alaba Fall Bosco a délivré David Berakoma d'une incarcération arbitraire où j'avais été accusé à tort d'être responsable de la révolte contre Omar Bongo Oneba en 2004. La révolte, David Berakoma. La révolte est une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, comme Kélié Obiangawé. Ils ont voulu me jeter en prison. C'est certainement 20 ans de réclusion criminelle. Mais à la bas, Fall Bosco m'a libéré, moi, David Berakoma. Mais Hervé Patrick Opianga est allé en prison.
avec beaucoup de nos autres compatriotes qui étaient engagés dans ce processus en 2004. Avec un ministre de la Défense, Idriss Ngari, le général Tonnerre. Avec un ministre de l'Intérieur, Mbaobam. Et regardez comment Mbaobam a fini sa vie. Mbaobam qui était celui-là qui arrivait à restreindre les libertés individuelles lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Les mêmes lois qu'il avait mises en place pour museler les populations, ces mêmes lois l'ont rattrapé. Mbaobam. Et lorsque je voyais les gens pleurer Mbaobam, lorsque je voyais les gens se prosterner devant la dépouille de Mbaobam, j'ai dit, oh, combien de fois les Gabonais sont amnésiques. Mbaobam n'a pas hésité de jeter Ona Essengi en prison. Une personne avec une mobilité réduite, mais qui se battait pour les libertés, la préservation des libertés, la préservation de notre écosystème. Il n'a pas hésité de le jeter en prison. Mbaobam. Et les cas comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Je voudrais remercier l'actuel commandant en chef des forces de police, le général Ngoma. C'est grâce au général Ngoma que j'avais eu la vie sauve. Quand bien même au cours de ce processus-là, j'avais menacé, insulté le général Ngoma lorsqu'il venait avec la brigade anticriminelle pour nous faire arrêter. Nous étions à plus de 4000 personnes et comme ils ont dit, j'étais le meneur de cette révolte. Le général Ngoma m'a dit, jeune homme, vous avez assez fait le bruit. Le chef d'État, Omar Bongo Ndimba, veut aller dans son bureau pour travailler. Il a tout simplement besoin que vous l'ouvrez le passage. J'ai dit au général Ngoma, dites au président de la République qu'il ne passe pas par ici. S'il veut aller travailler, il n'a qu'à prendre l'hélicoptère. Il ne passe pas par ici. Et le chef d'État a pris l'hélicoptère. Il est allé au palais. Il a donné ordre au commandant Ngoma à l'époque, responsable de la brigade anticriminelle et autres, de mettre fin à notre présence, à la présence de la République ce jour-là. Et toutes les forces se sont mises à l'ouvrage jusqu'au béret rouge. Et ces forces nous ont dégagés de là, avec une violence inouïe. Les événements de 2004. Je n'ai jamais oublié ces événements. Et on a attrapé Hervé Patrick Opianga. Certains gars de corps de Pianga ont subi des tortures que vous n'imaginez pas. L'un d'eux est mort au sortir d'une cellule après avoir été torturé. Paix à son âme. Et Hervé Patrick Opianga va être présenté devant le procureur de la République, devant le tribunal, et il va prendre 2 années de prison. Hervé Patrick Opianga va vivre l'enfer dans cet univers carcéral. Je ne vous dirai pas comment ce compatriote a souffert. Hervé Patrick Opianga souffre de sa réussite. Il souffre de sa réussite et de son passé qui le poursuit. Et c'est ce que je vous disais, que lorsque le système vous a recruté pour une tâche, ce système-là ne vous fera pas faire une autre tâche. Hervé Patrick Opianga souffre du martyre de sa réussite. Il avait une société qu'on appelait Vigile Service. On était plus de 2000 travailleurs. Et moi, David Beakouma, j'étais responsable du planning. Ensuite, Hervé Patrick Opianga m'a envoyé faire une formation en opérateur radio. Communication. Voilà pourquoi j'ai cette facilité de communiquer. Parce que j'ai été formé également à Vigile Service. Par Hervé Patrick Opianga. C'était le premier à m'avoir donné un emploi. Lorsque j'étais dans les pires difficultés après le décès de ma mère. Donc Hervé Patrick Opianga, c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup d'estime. Sinon de la considération. Hervé Patrick Opianga et moi, nous nous sommes brouillés lorsque j'avais critiqué le tribunal qui avait condamné Jean-Ping Okoka à payer les dommages et intérêts à hauteur de 650 000 francs à Hervé Patrick Opianga.
à ma qualité de leader d'opinion, j'ai critiqué cette décision de justice. Et c'est à partir de là que mon grand frère m'a gardé rancune jusqu'à aujourd'hui. Mais je veux rester vrai jusqu'au bout et logique jusqu'au bout. Je ne changerai pas. Hervé Patrick Opianga est un homme prospère qui a bénéficié des grâces, des faveurs du système auquel nous appartenons. Le système Bongo PDG. Hervé Patrick Opianga est un bongoïste. Quand bien même c'est le même Bongo qui a jeté Hervé Patrick Opianga en prison, dans une sordide prison, avec plusieurs tortures, parce que le chef d'État avait estimé que Hervé Patrick Opianga voulait lui faire le chantage à la veille de la consultation électorale. Une entreprise de plus de 2000 salariés avec des armes, Vigile Service. Une entreprise de plus de 2000 salariés avec des armes. Sankoto Sogali, une entreprise de vente de riz, de commercialisation de riz. Avec une autre entreprise de commercialisation de yaourts et autres. Donc Hervé Patrick Opianga, ce n'est pas la rigolade. Il a créé des milliers d'emplois, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas la rigolade. Hervé Patrick Opianga est le sociétaire du FC Mounana, avec l'ensemble des joueurs de football qu'il arrive en nourrir, etc., etc. Donc c'est un homme prospère. C'est le frère d'Ali Bongo Ondimba, Hervé Patrick Opianga. Donc le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba, j'en suis convaincu, ne peut pas avoir été fait sans l'implication d'Hervé Patrick Opianga. Ce n'est pas possible. Et nous l'avons vu au soir de ce coup d'État, avec Brice Kotter Oligui Nguema, allant vers les consultations des acteurs politiques. Ils sont allés chez le professeur Ondosa. Hervé Patrick Opianga était là à la lueur du coup d'État. Ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas amnésiques. Remercions Brice Kotter Oligui Nguema de nous avoir sortis de cette impasse. Mais remercions également les autres acteurs qui ont contribué à ce que nous soyons dans le processus de la restauration et de la restitution de nos institutions. Hervé Patrick Opianga a joué un rôle fondateur, un rôle majeur. Mais Hervé Patrick Opianga va se brouiller avec le chef d'État parce qu'il a une holding, une société qui avait des intérêts croisés avec l'exercice de sa fonction ministérielle. Et lui-même, il a dit, il a fait le choix d'aller vers sa holding. Et c'était un choix judicieux. Malheureusement, un certain nombre d'activistes politiques, certains d'ailleurs sans base électorale, sans association, sans aucun niveau de profitabilité pour les pouvoirs publics, pour les populations, vont mettre en place une cabale, justifiée ou injustifiée, contre Hervé Patrick Opianga. Et c'est cette cabale-là qui a prospéré. Jusqu'à ce que Hervé Patrick Opianga décide de passer outre. C'est tellement son accord avec le chef de l'État. Et il prend sa responsabilité en tant qu'acteur politique, en tant que libre penseur, de dire non au vote référendaire. Moi-même, j'ai fait la campagne de oui, mais tout en disant que la constitution là n'était pas bonne. Donc, une campagne relativisée. Mais lui, il a dit complètement niet. Mais biche. Il a dit, il a refusé. Et le processus s'est accéléré. D'une tentative de sa déchéance. Et je ne reviendrai plus là-dessus. Avec toutes les accusations. Mais l'une des accusations qui a été retenue est une atteinte aux mœurs. Où Hervé Patrick Opianga est supposé, accusé d'avoir violenté sa fille. Qui à l'époque serait mineur, mais qui aujourd'hui est doublement majeur. Une procédure d'atteinte aux mœurs, avec un dépassement des délais de prescription. Plus de 10 ans. Hervé Patrick Opianga est poursuivi aujourd'hui pour une atteinte aux mœurs. Où est-ce qu'on va trouver le certificat médical et légiste pour prouver qu'Hervé Patrick Opianga avait bel et bien violé sa fille? Je mets au défi ces OPG.
Je mets au défi le ministère public, incarné par le procureur qui est l'avocat de l'État. Et je le répète, le procureur n'est pas là pour mettre les gens en prison. Ce sont les juges, ce sont les tribunaux qui sont chargés de mettre les gens en prison. Il y a les juges pénaux, c'est leur travail, c'est leur responsabilité. Et il y a une certaine hiérarchisation des tribunaux, selon le double degré de juridiction. Vous avez le tribunal de première instance de Libreville. Lorsqu'on juge l'affaire au tribunal de première instance de Libreville, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le jugement qui a été rendu, vous interjectez appel. L'interjection de l'appel, c'est une procédure pour qu'on puisse rejuger votre affaire à la cour d'appel. Deuxième degré de juridiction. Ensuite, vous avez le dernier niveau de juridiction, la cour de cassation. Lorsque la cour d'appel également, ayant rendu une décision, vous n'êtes pas d'accord, vous faites ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Vous lancez un pourvoi en cassation. En cassation, on n'étudie plus l'affaire, on n'étudie plus les faits qui sont générateurs d'actes juridiques, mais on étudie maintenant l'application de cette règle de droit, sa conformité, sa régularité, son objectivité et son réalisme. Mais dès qu'on découvre qu'il n'y a aucune objectivité, il n'y a aucun réalisme dans la décision qui a été rendue à la cour d'appel, on casse la décision. Et dès qu'on casse la décision là, dès qu'il y a un non-lieu, vous êtes libre. Et toutes les charges qui pesaient contre vous tombent comme un château de cartes. Nous avons eu le même cas avec mon frère de Lucette, qui était accusé de détournement de fonds publics. On l'a donné une peine d'emprisonnement de 20 ans, une peine fantaisiste. Bien sûr, le pauvre monsieur a eu la vie sauve par la cour de cassation. Mon frère de Lucette, que je ne citerai pas le nom. Mais Dieu merci, tu t'es en tiré à bon compte. 20 ans d'emprisonnement qui était requis pour... C'est triste la justice gabonaise. Donc, ceux qui accusent Hervé Patrick Opianga, je vous informe que vous allez dépasser les délais de prescription de l'action judiciaire. 2. Il vous faudra avoir un certificat médical légiste. Lorsque Hervé Patrick Opianga avait violé sa propre fille, il faut le certificat médical légiste, certificat médical judiciaire, preuve matérielle pour justifier qu'il a violé sa fille. Ensuite, il vous faudra avoir les aveux de cette fille-là. L'aveu, c'est la preuve parfaite. L'aveu, c'est la reconnaissance d'avoir accompli un acte. Or, la fille d'Hervé Patrick Opianga dit aisément qu'elle n'a jamais été violée. Elle dit même ceux dont on l'accuse d'avoir les enfants avec son père est un tissu de mensonges. Mais pourtant, Hervé Patrick Opianga, d'après ce que nous disions, nous connaissons, est poursuivi pour cette atteinte aux mœurs. Quels sont les plaignants? La qualité des plaignants. La qualité des plaignants. On découvre qu'il y a la mère de la fille qui est plaignante. Et on l'a vu sur une chaîne de télévision. L'épouse d'Hervé Patrick Opianga, que je connais. Que j'ai connue lorsque j'étais en vigile de service. Une dame dont nous avons beaucoup de respect. Madame Lucie. Qui était la mère de plus de 2000 enfants. Les 2000 vigiles que nous étions. Aujourd'hui, elle se retrouve engagée dans une procédure contre sa propre fille. Contre sa propre fille. Cette fille est humiliée dans les réseaux sociaux. Insultée, calomniée, délatée. La fille d'Hervé Patrick Opianga, que j'ai vu aller au lycée Léomba avec les gardes corps armés. Hervé Patrick Opianga, qui protégeait cette fille-là d'à peine 13-14 ans, je l'ai vu. J'ai vu cette fille-là avec les meilleurs enseignants.
du retour de l'école, lycée Lomba, Hervé Patrick Opianga avait mis à disposition des enseignants pour donner à cette fille une éducation de qualité. Et pourtant, Hervé Patrick Opianga n'a pas fait de grandes études. Mais regardez comment il a investi dans l'éducation de ses enfants. Pour leur donner tous les rudiments. Pour leur donner tous les savoirs et connaissances. Regardez comment il est récompensé. Par sa propre famille. Traqué comme un malpropre. Parce que le ministère public, lorsqu'il met en mouvement une action judiciaire, mais c'est à travers une plainte. Parce que le code de procédure pénale est clair. Le ministère public, c'est l'avocat de l'État. Il reçoit les plaintes et les dénonciations. C'est dans le code de procédure pénale. Le ministère public reçoit les plaintes et les dénonciations. Et il est chargé de rechercher les auteurs d'actes criminels ou les qui auront commis les délits ou les contraventions. Pourquoi? Afin de les traduire ou devant les tribunaux compétents, chargés de les juger. C'est le rôle du procureur. Mettre en place la procédure judiciaire. Donc le procureur n'est pas là pour mettre les gens en prison. Et il y a cette tendance vertigineuse, exagéreuse, qui consiste à prendre les mandats de dépôt, où le procureur envoie les gens facilement en prison. Non! Parce que là, il viole le principe de la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un en prison alors que vous n'avez pas les preuves justificatives, les preuves matérielles pour prouver que c'est un coupable. Ce n'est pas possible. Même dans la nouvelle loi fondamentale, on parle de ça. Le principe de la présomption d'innocence. On parle même du principe de la représentation, la représentativité. Oh, ça n'a plus au-dessus. C'était pas ça. La garantie de la représentation. Vous envoyez quelqu'un en prison alors qu'il vous donne toutes les garanties de sa représentation. Hervé Patrick Opianga, il a une holding. Il ne pouvait pas fuir. Si on l'avait donné sa garantie de représentation, si on avait respecté sa garantie de représentation. Si la procédure avait été établie dans les normes régulières. Et Hervé Patrick Opianga, lui-même, il a porté plainte contre ses détracteurs. C'est que le procureur aurait dû faire, c'est une jonction de procédure. La jonction de procédure. Vous me portez plainte, moi aussi je porte plainte contre vous. Et maintenant, c'est le rôle du tribunal de pouvoir, justement, nous départager et dire qui a raison ou qui a tort. Ce n'est pas le cas pour Hervé Patrick Opianga. Hervé Patrick Opianga a été presque menacé. Pour ne pas dire intimidé. Il a été apeureux. Il a eu peur pour sa vie, pour sa famille, pour ses enfants. Et ce qui est sûr, c'est que les mêmes l'ont aidé à s'échapper, l'ont demandé de fuir. Parce que qu'est-ce qui se serait passé si on avait trouvé Hervé Patrick Opianga? Qu'est-ce qui nous dit qu'il allait être en vie? Rien du tout. Il n'y a rien qui nous dit qu'Hervé Patrick Opianga aurait pu se tirer d'affaire. Il a eu un comportement citoyen. En sauvant sa vie. En abandonnant tous sur son passage. Comme à l'époque en 2004. Où il avait tout perdu. Il a perdu sa société vigile servie de plus de 2000 personnes, salariés. Et l'État nous avait payé en monnaie de singe. Et ces gens-là se sont retrouvés au chômage. Nombreux sont morts comme ça, là, après la fermeture des vigiles service. Mais Hervé Patrick Opianga, un homme déterminé, courageux, audacieux, il s'est reconstitué encore au sortir de la prison. Je vous informe que c'est Frédéric Bongo qui nous avait fait arrêter, qui a fait arrêter Hervé Patrick Opianga. Donc lorsque je vois les gens dire que Frédéric Bongo peut être en alliance avec Hervé Patrick Opianga, c'est que vous ne connaissez pas ces deux personnages. Vous ne les connaissez pas. Ce sont des acteurs politiques extrêmement dangereux. Donc il faut faire attention lorsque vous voulez ouvrir des fronts de bataille. Le Gabon est un pays de paix.
un pays de tolérance, un pays de cohésion. Lorsque Brice Koto Oligui Nguema a pris le pouvoir, il n'a pas fait la chasse aux gens. La preuve est là. Ceux qui ont pillé ce pays-là sont là libres. L'ancien ministre de l'Intérieur, il est là au calme. L'ancien président de CGE, il est au calme. La vice-présidente a même été nommée. Arrêtez de jouer à ce jeu dangereux. Vous n'aidez pas le chef d'État. En faisant ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Vous êtes en train d'exposer le chef d'État. Vous êtes en train de menacer la paix sociale, de menacer l'unité de notre pays. Où sont les preuves lorsqu'on accusait Hervé Patrick Opianga de pédophile? Mais apportez la preuve qu'Opianga était pédé, qu'il a couché avec les petits-enfants. C'est vous qui avez distillé toutes ces informations. Mais venez apporter la preuve. C'est ce genre d'accusation, là où on vous attendait. Vous avez dit qu'Hervé Patrick Opianga, c'était la femme ou le mari d'Ali Bongo Ondimba. Apportez la preuve de l'exactitude, de la véracité des informations que vous avez données. Vous avez pris un journaliste Mourinho ou quoi, et qui a porté, il disait qu'il était prêt à venir zéro. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'y a pas de procédure. C'est impensable. C'est quoi ce genre de manipulation? Quel est l'objectif visé par ce genre de manipulation? Vous voulez quoi? Voler Opianga, c'est bien. Vous voulez voler son argent. Ou bien vous voulez voler ses entreprises. Voilà quelqu'un qui a souffert, qui a donné des emplois aux Gabonais, et vous êtes en train de le traquer, un type qui ne vous a rien fait. Vous portez plainte, vous n'avez même pas les preuves de vos allégations. On voit seulement des accusations, mais il n'y a pas les preuves. Ce n'est pas bien. Regardez comment vous avez détruit un soutien favorable au chef d'État, Hervé Patrick Opianga. Tout le monde le sait qu'Hervé Patrick Opianga ne pouvait jamais être candidat à l'élection présidentielle devant Brice Koto Oligui Nguema. Tout le monde le sait qu'il allait soutenir l'action du chef d'État. Tout le monde le sait. Hervé Patrick Opianga a une formation politique prospère, l'UDIS, l'Union pour la démocratie et l'insertion sociale. Certains n'ont même pas des associations, même une simple association, ils n'ont pas. Ils n'ont même pas 2 ou 3 personnes. Ils disent qu'ils vont soutenir le chef d'État. Ils n'ont même pas inscrit 15 personnes. Mais vous avez quelqu'un qui a une formation politique, avec des milliers de personnes. Vous avez quelqu'un qui est fortuné, qui a des milliards, qui peut mettre à disposition de la campagne du chef d'État. Et vous avez détruit leur amitié. Vous avez détruit l'amitié d'Hervé Patrick Opianga avec Brice Koto Oligui Nguema, pour satisfaire vos intérêts personnels, vos intérêts claniques et familiaux. Et c'est ridicule. Ce n'est pas bien. Vous voulez profiter de Brice Koto Oligui Nguema pour régler les comptes à Hervé Patrick Opianga, pour des questions de famille. Une atteinte aux mœurs supposée. Opianga se retrouve en fuite. Mais regardez tous ces criminels financiers de l'ère de la transition. À la CNSS, 0, ils ne sont pas poursuivis. À la GOC, 0, ils ne sont pas poursuivis. À la CNAM, la CNSS, la CNAM, 0, ils ne sont pas poursuivis. Voilà, au trésor, au budget. Tous ceux qui ont détourné de l'argent là. Vous n'engagez pas des procédures comme eux. Vous ne les traquez pas. Mais c'est Hervé Patrick Opianga. Oh, atteinte aux mœurs. C'est ridicule. Ce n'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous le dis. Faites attention à ces gens-là. Vous ne les connaissez pas. Évitez de les pousser jusqu'au bout, jusqu'à leur camp de retranchement. Parce qu'après, ces gens-là vont nous causer des problèmes. Ils vont vous causer de sérieux problèmes. Vous ne connaissez pas Frédéric Bongo. Frédéric Bongo n'est pas un menu fritin. Ce n'est pas un menu fritin. Hervé Patrick Opianga n'est pas un menu fritin. Mais le rôle d'un chef d'État, c'est de rassembler les fils et filles de son pays. Et Brice Koto Oligui Nguema, pour le moment, ils s'en sortent. À l'époque d'Ali, combien étaient rassemblés? L'époque d'Ali Bongo Ondimba, qui aurait pu imaginer que Paulette Missambo peut encore devenir une autre personnalité dans ce pays? Qui aurait cru que mon frère Baron Chambrier pouvait occuper? Non. Brice Koto Oligui Nguema est venu vous réhabiliter. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il réhabilite aussi les autres? Pourquoi? C'est les nouveaux réhabilités, les nouveaux convertis qui attisent même la haine
la rancœur. Oligingema est devenu maintenant leur mouchoir, leur papier, leur faire valoir. Ils l'ont embrigadé, pire qu'ils ont embrigadé Ali Bongo Ondimba, pour reproduire le même système. Chaque conseil de ministre, vous nommez les membres de vos familles, vos parents, amis, copains, et vous détruisez la volonté du chef de l'État lorsqu'il avait dit qu'il devait lutter contre ce genre de système. Et au lieu de laisser les gens tranquilles, vous les malmenez encore. C'est impensable. Quel est votre intérêt de détruire Hervé Patrick Obiang? L'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Mais il y a des milliers de personnes qui sont sans salaire depuis 4 à 5 mois. Est-ce que vous trouvez cela normal? Il y a une pauvre fille dont on a porté atteinte à son honneur, à sa dignité. Vous avez porté atteinte à son honneur, à sa dignité. Elle aussi a porté plainte contre ses détracteurs. Sa plainte n'avance pas. Il n'y a que votre plainte qui évolue dans le circuit judiciaire. Mais la plainte de la fille d'Opianga n'avance pas. Et vous parlez de l'état de droit. Vous parlez de la justice. C'est incroyable. Une telle justice. Non. L'état de droit, c'est le règne de la justice. Et là, je voudrais attirer l'attention des juges, des magistrats et autres avocats de faire attention. Vous savez, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Moi, j'avais dit à Ali Bongo Ondimba qui ne sera pas le prochain président du Gabon. Et que tous ses amis vont l'abandonner, y compris certains membres de sa famille, qui se retrouvera seul dans sa tour d'ivoire. Ali Bongo Ondimba est déjà fatigué. Il ne veut plus rester dans sa maison. Il ne veut plus tourner en rond dans sa maison. Et pourtant, la résidence surveillée là, et Ping l'a subi pendant des années. Ping a subi pendant des années. Mais eux, Dieu merci, ils ont des grandes résidences avec des piscines. Nginzu Bandama a subi la résidence surveillée pour ne pas aller en prison. Donc, Brice Koto Oligingema était père de famille. Il a ce souci de réconcilier la classe politique gabonaise. Et c'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de mettre fin à ce litige-là qui n'existe pas. C'est la manipulation. Sur le président, l'affaire Opianga est une manipulation. Il faut laisser tomber cette affaire-là. Passer à autre chose. Laissez Opianga tranquille. Régler ses problèmes avec sa famille. Avec la mère de ses enfants. Laissez Opianga régler ses problèmes avec sa famille. S'il y a d'autres reproches qu'on fait au Opianga, que d'autres plaintes sortent et avec des preuves tangibles. Sans quoi tout ce qu'on est en train de faire là, ça ne nous honore pas. Et ce n'est pas bien. On a vu le chef de l'État avec Opianga en bon terme, en bonne intelligence. Et cette amitié-là, vous l'avez détruite. Parce que vous poursuivez des gargotes et des beuveries. C'est de la méchanceté pure et simple. Monsieur le Président, vous avez un objectif prioritaire, qui est celui de la légitimation de votre pouvoir au sommet de l'État. Et vous avez besoin de tous les Gabonais, de tous les compatriotes. Donnez les garanties de sécurité au Opianga pour qu'il rentre au pays. S'il y a le procès, que ce procès-là ait lieu. Mais là, les magistrats sont en grève. Le tribunal est en grève. Donc, on fait comment? Pour qu'il rentre pour être jugé ou bien pour... On fait comment? Pour être entendu. Le tribunal est en grève. Et nous nous rapprochons de plus en plus de la phase fatidique du 12 avril. Et c'est une grande perte.
Un grand corps électoral à ne pas négliger. Un grand soutien de taille à ne pas négliger. Hervé Patrick Opianga avec sa structure LIDIS et l'ensemble de toutes ces composantes-là qui travaillent au sein de ces entreprises. Monsieur le Président, laissez-la faire. Je vous en prie, laissez cette affaire. C'est une fausse affaire. Ils n'ont pas les preuves de tout ce qu'ils sont en train de dire au Pianga. Que les preuves existent ou pas, mais ces preuves ont disparu depuis 10 ans ou 15 ans ou de combien des années. Ces preuves n'existent plus. Maintenant, s'ils ont le certificat médical et que le docteur qui a examiné la fille après son viol pourra venir au cours d'un procès témoigner, c'est tant mieux, ce serait bien pour eux. Mais moi, je doute fort qu'ils aient tous ces éléments-là. Je doute fort. Je doute fort. Et ce n'est pas bien d'agir ainsi. Les amis. Il est bien vrai que Hervé Patrick Opianga n'est pas un enfant de cœur. Et lui-même, il ne se le cache d'ailleurs pas. Mais à travers son direct, on a même su. Lorsque les gens l'accusaient qu'il était partie prenante de l'attaque de Jean Pino. Aujourd'hui, on découvre qu'il n'a jamais été même là-bas. Il a apporté la preuve, il a donné un certain nombre d'indicateurs, etc. Vous voyez comment on accuse les gens à tort. Ce n'est pas bien, les amis. Ne profitez pas de Brice Koto Ligui-Nguema pour régler les comptes à vos adversaires. Si Hervé Patrick Opianga a eu des problèmes de débats avec Jean-Pierre Koka, ça c'est leur problème. Ça n'a rien à voir avec Brice Koto Ligui-Nguema. Si Hervé Patrick Opianga a eu des problèmes avec Zakari Miboto pour le contrôle de la ville de Mounana, en quoi ça va intéresser Brice Koto Ligui-Nguema? Ce n'est pas son affaire. Ne profitez pas de vos situations de position de pouvoir pour écraser les autres. Parce que les autres aussi vont chercher à se défendre. Ils vont chercher à se défendre. Ils n'auront d'ailleurs pas d'autre choix que de se défendre. Après, nous allons nous retrouver où? Non. Préserver la paix sociale, la cohésion, l'unité de notre pays. Il n'y aura pas de chef d'État à la tête du pays. C'est un seul qui sera président. Que les autres s'alignent pour accompagner et pour occuper d'autres fonctions. Il y a le poste de vice-président qui va exister. Il y a même le vice-président du gouvernement qui va exister. Avec vos multiples ministres. Tout le monde ne peut pas être président, les amis. Même des gens qui n'ont jamais été même conseil municipal. Je les vois là, j'ai ce candidat à l'élection présidentielle. Quelqu'un sort de prison, il dit, j'ai ce candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que les gens sont même un peu sérieux dans ce pays? Est-ce que vous êtes sérieux? Tu sors de prison, tu sais très bien que tu es inéligible. Mais tu prends ton dossier, tu vas déposer et tu dis que tu es candidat. C'est pour faire le chantage à qui? Tu sors de prison, va te reposer mon ami. Va te soigner, va te reposer. Tu es sorti avec un peu de ton argent. Va à l'étranger. Va faire un bilan général de ton état de santé. Prends cet argent-là, les 30 millions que tu veux de la caution là. C'est 30 millions que tu peux créer une entreprise pour aider les Gabonais. Pourquoi vous voulez emmerder le peuple comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? 10 candidats, l'élection présidentielle. Et tu regardes même les têtes, les bouilles des candidats. On dirait des gangsters, des malfaiteurs, des brigands, des voyous. Vous n'êtes pas sérieux? On met le montant à 30 millions, vous êtes là. À 5 millions, vous étiez des milliers. Si on savait, on devait même mettre la caution là à 150 millions. Non remboursable, quel que soit ton score. Pour vous décourager, parce que vous faites honte à la République. Vous faites honte à l'État. Vous faites honte à la nation. Lorsqu'on voit des menus frétins comme ça, candidats, on les envoie sur les affiches. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Mon frère Ulrich Maleko qui est candidat. Mais sa candidature peut se justifier. On a vu Ulrich Maleko
Depuis plus de 20 ans, c'est le travail qu'il fait, défendre les populations. Il n'a jamais changé. Depuis plus de 20 ans, c'est son travail. Brillant journaliste, défenseur des droits libres du riche Maléco. C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Vous avez l'argent, mais allez soutenir le riche Maléco. Voilà quelqu'un qui peut être un bon candidat. Pourquoi vous emmerdez les gens comme ça? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas pitié de la population qui souffre déjà, qui a toutes les peines de s'en sortir. Monsieur le Président, les candidats là qui disent qu'ils sont candidats, ils doivent aller jusqu'au bout. Faut que la prochaine fois, on va trouver même une loi. Un candidat qui se déclare candidat doit aller jusqu'au bout. S'il abandonne en cours de chemin, on doit le jeter en prison. Parce que ce qu'ils font là, c'est la manipulation. Après, ils vont venir dire, ah, j'ai retiré ma candidature au profit des biscottos légumes. Parce que vous cherchez de l'argent. Vous êtes des mendiants. Vous êtes des mendiants. Et Nkeye avait eu raison, l'avocat du PDG. Il a dit tous les PDGistes là qui gravitent autour de l'IGI là, ils ont faim. C'est des mendiants, vous avez faim. Oh, je suis milliardaire. Oh, je suis milliardaire. Et puis toi, tu es là, en train de faire la planche à côté de l'IGI. Tu n'as pas de dignité. Des mendiants politiques. Non, même pas honte. Oh, je suis candidat. Des candidatures à faible impact sociologique. Toi, tu peux être candidat. Même une élection locale, tu ne peux même pas la gagner. Une élection législative, tu ne peux pas la gagner. C'est l'élection présidentielle. Tu as fait une campagne en 2 semaines. Tu n'as même pas une brouette pour faire la campagne. En 2 semaines, tu peux parcourir quoi? Vous êtes des plaisantins, vous emmerdez les gens. Pour le moment, là, s'il y a une vraie candidature, c'est Alain Claude de Binze. C'est la seule bonne vraie candidature. La seule vraie candidature, c'est mon frère Ulrich Maléco. La seule vraie candidature pour le moment, c'est Hervé Patron. Et j'ai même Hervé Patron. C'est le général de brigade, Brice Koto Lidi Geba. Voilà pour le moment les 3 candidats qui me semblent acceptables. Quand bien même Ulrich Maléco va faire son buzz, sinon il va être candidat, il peut gagner quoi? Ulrich Maléco peut gagner quoi? Bon, c'est son existence, ça va faire partie de son CV. C'est son CV politique. Mais c'est une candidature encourageante. Parce qu'il a des bonnes idées. Il peut avoir même un bon projet de société. C'est le seul pendant le dialogue national inclusif qui parlait de la nécessité de se défaire des amarres de la France métropolitaine. Et on a vu Ulrich Maléco avec Alain Claude Bebinze défendre leur position de non catégorique. Voilà, des gens qui me semblent dotés d'une certaine éthique, d'une certaine moralité. Mais le reste là, ce sont les blagueurs, c'est les présenteurs, c'est le présent. N'acceptez même pas le soutien de ces personnes. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez déjà le soutien du peuple. Allez-y à la conquête du suffrage, comme vous avez commencé à le faire. Mais je vous le dis, comme je vous l'avais dit, lorsque vous m'avez reçu, que vous êtes en retard. Vous êtes en retard. On ne prépare pas une campagne électorale, qui plus est une campagne présidentielle, en 2 mois. Ce n'est pas possible. Alors que vous avez eu tout le temps. Vous avez nommé des fausses personnes. Des gens qui ne vous ont jamais suivi. Heureusement que vous-même vous l'avez dit. Que depuis 11 mois, on marche ensemble, vous ne savez pas où on va. Mais cette réponse-là veut tout dire. Et ces gens-là sont toujours avec vous. Ils ne savent même pas où vous les amenez. Ils ne savent même pas où vous allez. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Non. Entourez-vous de vraies personnes qui vont vous accompagner dans ce challenge, qui vont se battre jusqu'au bout. Parce que, je vais terminer par là. Parce que le dialogue a été trop long. Je vais terminer par là. Monsieur le Président, ces gens-là, ils ne sont pas candidats parce qu'ils veulent être président de la République. Non. Ils sont candidats parce qu'ils veulent vous faire le chantage. Ne cédez pas au chantage du Parti démocratique. Ne cédez pas au chantage du PDG. Ne cédez pas au chantage de toutes ces personnes. Sans quoi,
vous allez vous retrouver très loin de l'objectif que vous poursuivez. Faites du peuple votre priorité. Et le peuple fera de vous sa priorité. Allez-y à la rencontre du peuple. Jour et nuit. Toutes les fois que vous avez l'occasion, allez-y. Quelquefois, ne vous entourez pas de toute cette foule-là. Faites comme Omar. Prenez votre voiture la nuit avec quelques agents de sécurité. Vous allez visiter les familles, nuitamment. Et là-bas, ces familles-là vont vous apprendre des choses. Ils vous diront comment se comportent vos collaborateurs. Vous apprendrez mieux les gens qui sont autour de vous. Vous apprendrez ceux qui informent les Jonas Moulinda, ceux qui donnent des informations aux activistes à l'extérieur. Et vous saurez comment faire. Les activistes de France ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont même pas vos adversaires. Ils ne font que vous relayer les informations de vos propres collaborateurs qui leur donnent ces informations-là. Parce que comment les gens vont avoir l'accès des informations du trésor avec les détournements de fonds publics par bande organisée, avec toute une... Comment Recula, depuis la France, arrive à... Mais parce que ce sont les agents eux-mêmes qui sont là-bas, qui donnent les informations. Et je l'avais dit avant la chute d'Ali Bokoliba. Ton cuisinier était un espion. Ta ménagère, une espionne. Ton gardien était un espion. Ton chauffeur était un espion. Ton épouse est une espionne. Donc, toute notre existence, nous serons environnés que des espions. Maintenant, c'est à toi-même, lorsque tu veux être un homme d'État, de te prémunir et de mettre les verrous, les barrières, pour que ces gens-là n'aient pas accès à les informations capitales. Sans quoi, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. N'attendez pas mars pour vous déclarer candidat à l'élection présidentielle. N'attendez pas mars. Faites-le le plus tôt rapide. Faites-le le plus tôt rapide pour que le processus soit accéléré et que nous arrivons le 12 avril avec un échantillon, une probabilité manifeste, irréfutable de votre victoire au sommet de l'État. Le 12 avril prochain. Moi, David Nbiakoma, je vous ai donné mon accord de principe de vous soutenir contre vents et marées, même si vos collaborateurs m'ont roulé dans la farine comme un novice. Mais quand cela ne tienne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nous prendrons part à votre côté au cours de ce processus-là et nous nous battrons avec le potentiel démocratique qui est le nôtre. Et les populations feront le choix. Au soir du 12 avril, nous saurons si vous serez le prochain chef de l'État de la République gabonaise ou pas. Mais dans tous les cas, je ne voudrais pas faire preuve d'un triomphalisme exagéré ou bien d'un optimisme débridé. Je vous exhorte tout simplement d'aller sur le terrain. Vous avez les moyens, vous avez les voitures, vous avez tout. Nous, on n'a pas les moyens pour faire votre campagne comme on aurait voulu le faire. Puisque les moyens que vous avez bien voulu nous donner, ils ont refusé de nous les donner. Donc, on va faire la figuration au cours de cette campagne-là. On fera ce qu'on peut faire avec les moyens de bord. Mon très cher frère Wilfried Okuba Kamitatou, je te félicite une fois de plus pour avoir pris le recul et d'avoir fait le choix de soutenir Brice Oligui Nguema. C'est un choix de raison, parce que c'est ton frère. Tu as la chance d'avoir un frère qui est président de la République. Il vaut mieux préserver les intérêts de ce frère pour préserver les intérêts de la famille et autres. Je voudrais une fois de plus encourager le ministre de l'Intérieur, M. Herman Imongo, sur son expertise et sur la volonté qui est la sienne d'organiser cette élection de manière libre et transparente et battre en retrait
le recours introduit par Godefroy Fumbola auprès de la Cour constitutionnelle pour annuler le décret Kerolé. C'est tout simplement de la manipulation. C'est une plainte qui ne prospérera pas et elle nous fera perdre du temps inutilement. Mais dans tous les cas, puisque les gens veulent montrer à l'opinion qu'ils sont restés ce qu'ils avaient été, alors que tout le monde sait qu'ils ne sont plus ce qu'ils ont été au départ, parce que la transition est finie. Et la transition est finie. Oh. Il reste que 2 mois du mangement. 2 mois du mangement. Après là, Amana, on va aller à la course de l'hôtel de ville. C'est là-bas où je vais atterrir à pieds joints. Je ne suis ni candidat nulle part, mais je soutiendrai des candidats qui vont gagner. Une fois au sommet à Limanaya, Likolo, comme disent les Congolais, ils vont se souvenir de David Mbelakouma. Donc les amis, vous qui êtes engagés dans les batailles électorales à venir, quelle que soit votre formation politique, sauf le PDG. Si vous êtes candidat indépendant dans une quelconque formation, vous avez besoin du secours, de l'aide de David Mbelakouma pour augmenter votre audimat. N'hésitez pas à appeler moi, je me ferai le devis de venir vous aider. Seulement que mes services sont payants. Seulement que mes services sont payants. Voilà. Merci de votre bien aimable attention. Dites à Hervé Patrick Opianga de garder la foi. Hein, de garder la foi. Il est bien vrai, ce qui est sûr ne va pas participer au processus électoral de cette année, le 12 avril prochain. Mais il faut qu'il ait le courage de dire à sa formation politique de prendre part à ce scrutin, de soutenir le général Brice Côté Olidi Dema pour ne pas donner ces gens la raison. Que l'IDI s'organise pour soutenir le chef de l'État et que Hervé Patrick Opianga, quel que soit le lieu où il est, puisse mettre à disposition des moyens financiers pour que l'IDI fasse sa campagne honnête en faveur du chef de l'État. Et qu'au cours des processus électoraux à venir, l'UDIS puisse présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Pour qu'ils aient des députés, pour qu'ils aient les maires, pour qu'ils aient les sénateurs. C'est de cela qu'il s'agit. Et que ce litige d'Hervé Patrick Opianga, avec les membres de sa famille, la mère de ses enfants et sa fille et ses beaux-frères et autres, puisse se terminer dans leur domicile en fumant le calumet de la paix. Parce que je ne pense pas qu'Hervé Patrick Opianga soit aussi rancunieux que cela pour en vouloir son beau-frère Washington. Non, je ne pense pas. Et je pense qu'il est de même aussi pour Washington. Il n'a rien contre Opianga. Je ne le vois pas aller jusqu'au bout pour pouvoir faire en sorte qu'Opianga puisse perdre sa vie ou ses entreprises. Non, ça n'a jamais été son intérêt. C'était problème familial, allez-y régler ce problème-là avec les membres de votre famille. Vous avez des patriarches, vous avez tout ce qu'il faut pour régler ce litige. Et ma soeur Lucie, le seul conseil que je puisse te donner, c'est d'aller retirer ta plainte. Il faut laisser l'affaire là. Opianga est le père de tes enfants. 4 enfants, ce n'est pas rien. Vous avez vécu toute une vie, même si vous n'êtes pas marié. Mais tu vivras par tes enfants. Donc laisse ton mari tranquille. Laisse le pauvre monsieur. Maman, tu as des enfants là vont s'occuper de toi. Ils vont subvenir à tes besoins. Tu es une belle femme, tu auras un autre mari. Si tu veux te marier. Mais je pense que tu ferais mieux de garder tes enfants. Il ne faut pas exposer ta fille comme ça. Parce que le monde dans lequel nous vivons là est très méchant. Très méchant. Le monde dans lequel nous vivons est très méchant. Ta fille et ta fille.
Tes enfants, ce sont tes enfants. Personne d'autre ne viendra en aide à tes enfants que toi-même. Personne d'autre ne viendra en aide à ses enfants que leur propre père. Moi qui te parle pour être orphelin de mère, j'ai vu des murs et des pas mûrs dans ma vie. C'est quoi je te conseille de laisser cette affaire-là. Si tu as un peu de force, de courage, va retirer la plainte là. Laisse-leur, avec leur affaire politique, se battre politiquement. Cette affaire-là, il faut laisser tomber cette affaire-là. Il faut laisser tomber cette affaire-là. Garde tes enfants. Tes enfants n'accepteront jamais de voir leur père en cavale. Ou bien de voir leur père tué ou bien assassiné. Et de voir leur bien détruit. Parce que tu aurais porté plainte contre leur propre père. Et une plainte qui n'arrive pas à prospérer parce qu'il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit. Tu vas te retrouver dans les problèmes pour rien. Tu vas te retrouver dans les problèmes pour rien. Et tu vas finir par tout perdre. Tu vas perdre le père de tes enfants que tu as perdu. Tu vas perdre ta fille que tu as perdu. Tu vas perdre encore ses petits frères et autres que tu es en train de perdre. À quoi aurait servi toute cette procédure-là? Si c'est une procédure qui va te permettre de tout perdre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de tout ça, ma soeur. Recule. Fais œuvre utile et recule. S'il faut faire un papier, va faire le papier là. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je laisse tomber cette affaire-là. Je laisse tomber cette affaire. Laisse cette affaire entre les mains de Dieu. Ne détruis pas la vie de ta fille. Ce n'est pas utile. Cette fille-là te sera redevable. Pour l'avoir enfantée, pour l'avoir nourrie, pour l'avoir gardée, pour l'avoir choyée, pour l'avoir aimée. Il faut laisser cette affaire. Hein? Cette affaire est trop dégueulasse. Elle est trop sale, cette affaire. Elle ne t'en oublie pas. Au contraire, c'est une affaire qui te détruit. Tu peux te retrouver comme ça, même malade. Cadeau. À force de réfléchir, de penser comment trouver une solution à un tel litige. Si tu as un peu d'argent, maman, voyage. Si tu as un peu d'argent, voyage. Va faire un examen de ta vie. Va faire un examen de comment cette affaire est en train de détruire ta famille. Et pour quel gain? Un gain sordide. Vous pouvez reprocher au Pianga d'être responsable de tout. D'être pédé, d'être assassin, d'être criminel, d'être ceci, cela. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve de tout ce que vous dites là, c'est vous qui tournez au ridicule. C'est vous. Moi, j'ai même appris que même les pédés qu'on a accusés qu'ils étaient dans le circuit de pédophilie là, ils sont même dehors. On les a libérés. Après, peut-être Capello, je ne sais même pas si Capello est toujours en prison là-bas. Non, il faut arrêter, les amis. Arrêtez ça. C'est pas bien. Hein? Allez-y chercher d'autres charges contre Opianga. Si c'est l'atteinte aux mœurs, ça ne tient pas. C'est une procédure bancale, tirée par les cheveux. C'est nul. Ce n'est pas bien pour le ministère public. Et le ministère public n'a pas qu'un rôle répressif. Le ministère public n'a pas qu'un rôle répressif. Un procureur est un père de famille. Un procureur est un père de famille. Un procureur est un réparateur de tort. Un procureur est un médecin. Un procureur est un chirurgien. Un procureur est un psychologue. Un procureur est un psychiatre. Moi, j'ai vu comment Silidoni Owe arrivait à régler les litiges déjà. Même à là-bas, Falbosco. Un problème que les gens auraient pu régler tranquillement en famille, entre eux-mêmes, par la collaboration des forces de défense et de sécurité. Vous en avez fait un problème d'État qui n'a rien à voir avec qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est Oligui Nguema qui est mal vu, qui est insulté sur la toile, qui est humilié à cause d'une affaire qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est lui maintenant qu'on traite de méchant, de mauvais. Mais les auteurs de cet acte macabre sont là, ils se baladent librement, ils ne sont pas inquiétés.
Parce qu'ils ne sont pas engagés dans aucun processus. Ils sont candidats nulle part, donc ils dorment en paix. Mais c'est Buscoto qui dort mal. Parce que vous n'imaginez pas combien de fois le chef d'État est en danger. Vous n'imaginez pas. Faites attention, les amis. Faites attention. Protégez le chef d'État. Protégeons le chef d'État. Protégeons le chef d'État. Moi, je vous l'ai répété 3 ou 4 fois. Protégeons Oligui Nguema. Les complots qui sont en train d'être oudis là contre Oligui là, c'est le peuple gabonais qui va tout perdre. C'est nous qui serons les plus grands perdants. Vous pensez que les gens sont contents de voir comment le pays est en train d'évoluer progressivement? Vous pensez que ça arrange ces gens-là de perdre leurs privilèges? Mais blaguez bien. Blaguez bien, vous verrez. Un jour, vous allez encore dire, oh, Thierry Sam avait raison. Quand il nous disait que protéger Oligui, protéger ses épouses, protéger ses enfants. C'est un gros sacrifice que ce compatriote a fait. Pour nous sortir de là. Pour faire arrêter celui-là qu'il a toujours gardé. Depuis plus de 20 ans, 30 ans. Qu'Oligui garde la famille Bongo. Vous pensez que c'est facile, hein? D'arrêter son propre enfant, d'arrêter son propre frère, d'arrêter sa belle-sœur, la mettre en prison avec son neveu. Vous pensez que c'est facile? Qu'Oligui Nguema aussi n'a pas le remords? Non. Mais c'est pour la paix sociale. C'est pour l'équilibre de la nation. C'est pour notre propre bien qu'il a fait ce sacrifice. Donc nous devons aussi le protéger. Nous devons le protéger. Mais ce n'est pas manger. Vous ne faites que manger. Tout ça que vous chassez, c'est manger Oligui. Vous mangez son argent. D'ici là, vous allez même manger sa peau ou bien sa chair. Comme vous êtes des cannibales. Des phalangistes. Bref, moi je m'en vais avec mes enfants à la piscine. Laissez-moi vous conneries là. Vous emmerdez les gens. Faites comme vous voulez. Si vous réussissez dans ce que vous faites, c'est bien. Mais je vous dis, Opianga, c'est pas un menu fréton. Lorsque Bruno Ben Moubamba véhiculait déjà que Opianga est mort, il a dit Bruno Ben Moubamba, tu ne connais pas Opianga. Moi je connais HPO. Opianga a enlevé son corps. Il a enlevé son corps. Opianga est parti. Aidé par ses mêmes frères d'armes. Parce que il a tellement fait du bien aux gens. Quand bien on dit qu'il a fait du mal aux gens. Oui, c'est la nature humaine. Il n'y a pas que le bien qu'on fait dans la vie. Il y a de temps en temps aussi, il faut faire le mal. Et c'est Spinoza qui le disait. Que le mal n'est que l'ombre du bien. C'est la dissonance qui accroît le plaisir de la consonance. Que toutes les petites douleurs sont la condition même du plaisir. Allez, hasta la victoria siempre. Que Dieu veille sur notre pays, qui protège l'ensemble des acteurs politiques gabonais, les bons comme les mauvais, qui protège nos électeurs et qui nous amène inéluctablement vers une élection apaisée et que le meilleur gagne et que le perdant reconnaisse qu'il a perdu et puis la vie continue.